Bonjour à tous. Je m'appelle Marc-André Arnois, je suis directeur général de l'Association des consommateurs pour la qualité dans la construction. Ceux qui sont avec nous ce soir, évidemment, nous connaissent bien, mais pour ceux qui nous réécouteraient par la suite, la CQC, c'est un organisme communautaire en défense collective des droits dont la mission est orientée dans le domaine de la construction et plus largement de l'immobilier. En prélude à notre Assemblée générale annuelle pour discuter du cautionnement de licence de la Régie du bâtiment du Québec. Ça me fait plaisir d'avoir deux invités avec moi ce soir. Maître Manuel Saint-Aubin, avocat et arbitre spécialisé dans la construction et l'immobilier, et Alexandra Warren, spécialiste en cautionnement commercial chez MP2B. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec un grand plaisir. Merci. Donc, ça se veut une discussion. N'hésitez pas si vous avez des réactions ou des commentaires. C'est structuré en trois parties, mais ça peut se mêler un peu. D'abord, moi, je vais faire une première mise en contexte. Puis après, j'aborder quelques enjeux pratiques avec Maître Saint-Aubin. Et on va s'intéresser à l'industrie du cautionnement comme tel avec Alexandra. Donc, mise en contexte. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est un cautionnement? À quoi ça sert? Dit simplement, une caution, hein, c'est quelqu'un qui s'engage à remplir les obligations de quelqu'un d'autre si nécessaire. Par exemple, quand un parent se porte garant pour le prêt personnel de son enfant, il est sa caution. Si l'enfant ne rembourse pas, le prêteur va aller voir le parent. Or, la CQC existe précisément parce que dans le domaine de la construction, il y a quand même un certain nombre d'entrepreneurs qui ne respectent pas toujours leurs obligations. De fait, hein, chaque année, le secteur de la rénovation est sur le podium des plaintes à l'Office de la protection du consommateur. On a juste à penser aux nombreux cas qui font les manchettes régulièrement. Puis, même en excluant les entrepreneurs qui sont moins scrupuleux, on peut tout à fait faire honnêtement faillite, puis laisser de nombreux clients perdre leurs acomptes. Comme les montants en jeu sont souvent élevés, ben, quand un entrepreneur fait faux bond à ses clients, ça peut avoir des répercussions importantes. C'est pourquoi la Régie du bâtiment du Québec impose un cautionnement de licence. C'est-à-dire que pour avoir une licence d'un entrepreneur en construction, il faut avoir une caution. Dans le cas des entrepreneurs spécialisés, le cautionnement exigé par la Régie est de 20 000. Dans le cas des entrepreneurs généraux, il est de 40 000. Ce montant-là peut être fourni de plusieurs manières, hein. Il pourrait très bien avec un chèque de 40 000 si ça lui tente, mais la plupart du temps, ça va être sous la forme d'une police d'assurance, souvent offerte par l'entremise d'une association d'entrepreneurs. Ce montant-là, donc, il est disponible pour indemniser des gens à qui l'entrepreneur devrait de l'argent s'il n'est pas en mesure de payer. Cela dit, ça couvre pas tout et ça protège, somme toute, assez mal les consommateurs de notre avis. C'est en tout cas la conclusion à laquelle est arrivée la vérificatrice générale du Québec dans son rapport de juin 2021. Essentiellement, deux lacunes étaient visées dans le rapport. D'une part, le cautionnement. Il couvre uniquement les malfaçons si elles sont découvertes dans l'année de la fin des travaux. Or, quand on fait faire des travaux de construction, on espère bien que l'ouvrage va durer plus qu'un an. Et puis souvent, ben, si les choses ont été correctement mal faites, ça va prendre plus qu'un an avant que les problèmes apparaissent. Donc, ça laisse beaucoup de vices qui ne sont pas couverts. D'autre part, hein, le montant est souvent insuffisant. Ça, c'est facile à comprendre parce que même avec 40 000 si un entrepreneur fait faillite puis qu'il y a des dépôts de, disons, 5 000 de 10 clients, ben, on a déjà dépassé le cautionnement. Parce qu'il faut bien comprendre que normalement, si on réclame le cautionnement, c'est que l'entrepreneur est en faillite ou en voie de l'être, là, hein, parce qu'il n'est plus capable de payer, puis vraisemblablement, il va y avoir plusieurs clients que ça va impacter ou qui risquent de réclamer. À ça, j'ajouterais que comme ça prend en général un jugement pour réclamer la caution, ben, si c'est de l'ordre des petites créances, ça passe encore, mais s'il faut aller à la Cour du Québec, ben, à moins d'être capable de se représenter seul, moindrement qu'il y a plusieurs clients qui réclament, il y a quand même un risque que ça coûte plus cher en frais d'avocat que ce que la caution va payer, là. Donc, il y a quand même des calculs à faire. Donc, la caution de la régie est pas inutile, mais disons que c'est très perfectible. Et c'est dans ce contexte-là que la Régie a publié un projet de règlement fin mars dernier qu'on pouvait commenter jusqu'en mai. Et il y avait une bonne et une moins bonne surprise dans ce projet de règlement-là. La bonne surprise, c'est que plutôt que de prolonger le délai maximum d'un an après la fin des travaux de quelques années, bien, elle va proposer de carrément le retirer. Donc, sans délai aucun. Un client pourrait réclamer le cautionnement, euh, a priori, autant d'années qu'il veut après.
Évidemment, il faudra encore démontrer que le vice découle réellement des travaux d'origine. Ce n'est pas simplement un jeu normal ou un entretien déficient, là. Mais quand même, ça nous semble une excellente nouvelle. La mauvaise surprise, c'est qu'ils ont beaucoup moins d'ambition en ce qui concerne le montant qui est couvert. Hein, on parlait d'augmentation de 50%, donc ça deviendrait 30 000 et 60 000 le montant des cautions. De notre avis, c'est assez insuffisant, surtout lorsqu'on considère l'impact relativement négligeable que ça aurait sur les prix, il nous semble. Mais bon, ça pourra faire partie de la discussion de ce soir. Donc, comme premier invité, Maître Manuel Saint-Aubin, on peut se tutoyer? Oui, ça va. Oui. Manuel de Saint-Aubin, avocat, et derrière l'excellent blog droitimmobilier.ca. Avocat et arbitre accrédité, se spécialise notamment dans le droit immobilier et représente principalement des entrepreneurs, mais aussi des consommateurs. Donc, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose à cette brève présentation? Non, en fait, je me retrouve dans un environnement où est-ce qu'il y a des très bons connaisseurs sur le domaine. Donc, je suis vraiment content d'être ici. Donc, c'est une super bonne présentation pour la question du cautionnement. Bien, merci. Entrons dans le vif du sujet. Tu es un habitué des litiges dans le domaine de la construction. Dans ta pratique, quand il est question de bâtiments résidentiels puis que ça se rend jusqu'à un avocat, c'est quoi l'ordre de grandeur des montants en jeu? Normalement, bien franchement, en bas de 50 000 en jeu, c'est souvent et c'est pas nous qui prenons des dossiers parce que ça vaut pas nécessairement la peine de prendre le recours, malheureusement. Donc, c'est rare que c'est en bas de 50 000 en litige. OK. Bon, avoir un jugement, c'est bien. Le faire exécuter, c'est mieux. Et puis, une fois, c'est une autre paire de manches. C'est notre histoire. Dans ta pratique, l'insolvabilité de l'entrepreneur qui est poursuivi, est-ce que c'est quelque chose de courant? Oui, ça va arriver, effectivement. C'est pour ça que souvent, on va conseiller à nos clients, avant de prendre un recours, c'est de vérifier s'il y a d'autres recours qui sont en cours contre l'entrepreneur, vérifier son état, s'il y a un dossier de faillite qui est ouvert, parce que non, on va dire à un client, prenez pas de recours s'il a déjà fait faillite, ça sert à rien, là. Vous allez dépenser pour rien. Fait que, en amont, on vérifie. Et oui, ça va arriver parfois qu'un entrepreneur fait faillite, s'est mis à l'abri des créanciers. Lui est sous séquestre et autres, là, surtout dans certains gros projets qui débarquent, là, et qui se passent moins bien, ça va arriver, ouais. Quand l'entrepreneur est insolvable, de manière générale, est-ce que c'est à cause de multiples de poursuites, de créanciers multiples, ou est-ce que c'est pas rare qu'un jugement unique va venir mettre un entrepreneur en faillite? Je suis pas, parce que c'est dur à répondre à la question parce que, bon, je suis pas statisticien. Ce que je peux voir, c'est de l'expérience des dossiers qu'on a eus. Quand un entrepreneur va en faillite, c'est qu'il y a une multitude de créanciers, de jugements, et souvent, c'est que le montage financier du projet n'a pas fonctionné. Et donc, les créanciers qui ont financé le projet rappellent les prêts. C'est là qu'on va voir qu'il va y avoir des entrepreneurs qui vont se mettre sous la loi de la faillite. Donc ça, c'est ce qui revient dans la pratique assez fréquemment. Un seul jugement pour mettre un entrepreneur en faillite, ça se peut, mais je n'ai pas vu souvent dans ma pratique. En fait, si l'entrepreneur a été en faillite à cause d'un jugement, on va le voir normalement sur le registre des faillites, puis registre des entreprises. Supposons qu'un consommateur aille vous voir pour poursuivre un entrepreneur en rénovation pour un montant important. Comment est-ce que vous abordez la question de l'insolvabilité possible de l'entrepreneur? C'est quoi l'approche pour conseiller le consommateur sur la pertinence ou pas de poursuivre? Ben, première chose, comme je disais tantôt, il faut vraiment aller vérifier. Je pense que tout le monde connaît le plumitif, là. Voir l'historique des poursuites contre l'entrepreneur, voir un peu la nature aussi des poursuites, vérifier s'il y a plusieurs choses là, en cours.
aller voir si l'entrepreneur est solvable. Là, il y a des façons parfois d'aller vérifier ça. Euh, Ça, c'est la première étape sur la vérification un peu de, de- de l'entrepreneur en tant que tel, vérifier si ses licences sont en ordre. Bon. Il y a plusieurs choses à vérifier. Après, quand on reçoit un dossier, c'est vraiment de voir la validité de la réclamation du client. Ça arrive parfois que la réclamation n'est pas vraiment justifiée. On le voit, parfois c'est plus des conflits personnels. Euh, mais il faut vraiment regarder en détail le contrat de construction que le client a signé, euh, ce qui est reproché à l'entrepreneur, les chances de succès, ultimement. Là, en fonction du dossier, on va regarder combien à peu près, c'est quoi la charge de travail pour y arriver. Mais bien franchement, il faut que les montants vaillent la peine. Il y a une chose qui est intéressante, là, si je peux digresser Mhm. sur la question. Il y a des nouvelles règles de procédure civile à la Cour du Québec qui dit la fameuse procédure simplifiée qui contient le mot simple que dans le nom. Donc, ouais. Mais il y a une chose qui est bonne qui est bon avec ces nouvelles règles-là, c'est la conférence de règlement à l'amiable obligatoire. Donc ça change un peu la donne parce que les conférences de règlement, initialement, ce n'était pas obligatoire, puis souvent les parties, ben, à cause de la chicane personnelle entre les deux, ben, ils refusaient d'aller devant un juge pour essayer de négocier. Maintenant, c'est obligatoire. Donc, ils sont obligés de se rencontrer dans une salle avec un juge qui est là pour essayer de concilier les parties, ce qui est une très bonne chose. Donc, notre perspective face aux litiges qui sont en bas de 100 000 là, à l'intérieur du cadre de compétences de la Cour du Québec a un peu changé. C'est-à-dire que ça se peut que ça vaille la peine de prendre des procédures pour un dossier qui n'est pas nécessairement qui a pas énormément de sommes en jeu. Pour la simple et bonne raison que la plupart des dossiers vont se régler en conférence de règlement à l'amiable et que si le dossier est bien monté initialement, ben, il y a des bonnes chances que ça se règle. Parce que souvent, on voit les dossiers, que ça va être l'entrepreneur qui poursuit le client pour non-paiement, il y a une hypothèque légale, puis bon, le client poursuit à son tour pour malfaçon, vice de construction. Donc, souvent, il y a deux réclamations. Les deux veulent quelque chose, l'entrepreneur veut être payé. Donc, souvent, ça va se solder en conférence de règlement amiable. Donc, ça vaut plus la peine, je dirais, maintenant qu'avant. Et, ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble des Mais, questions à mais, travers le chemin que j'ai mais donné. pourquoi ça vaut plus la peine? Est-ce que ça change de quoi dans le coût pour le justiciable? Oui, ben, c'est parce que si on règle en conférence de règlement à l'amiable, on n'a pas à préparer le procès. On n'a pas à aller jusqu'à procès. C'est le procès qui coûte très cher. C'est les expertises aussi qui coûtent cher. On dit souvent le procès, c'est comme de produire une pièce de théâtre complète pour un seul public, mais une seule personne qui est le juge. C'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'argent. Puis c'est ça qui coûte cher. C'est si on peut l'éviter puis régler avant, c'est génial. Mais la conférence de règlement amiable, quand elle arrive, les expertises ne sont pas déjà faites. Ou en tout Pas cas, tout le il me temps. semble qu'on arrive mieux outillé pour la conférence de règlement quand on a un Oui, dossier. mais pas tout le temps. Des fois, c'est des questions d'extra, des questions de c'est quoi qui a été convenu entre les parties initialement. Dans ce temps-là, c'est pas nécessairement une question d'expertise, c'est plus une question de sur quoi on s'est entendu. Dans ce cas-ci, ça peut être il n'y a pas nécessairement d'expertise. Quand c'est des vices ou malfaçons, oui, effectivement, ça vaut la peine de faire des premières expertises, mais on n'est pas obligé pour une CRA de faire la grosse expertise à procès. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse arriver à un terrain d'entente puis avoir des opinions un peu plus professionnelles dans le dossier. Donc, oui, c'est pas toujours nécessaire.
Avec le projet de règlement, la RBQ annonce vouloir augmenter les montants cautionnés de 50%, ce qui équivaut à l'inflation depuis la dernière augmentation, en passant de 30 à 60 000 dollars. Est-ce que ça change fondamentalement votre réponse sur l'intérêt à poursuivre? Comme vous disiez, le seuil est à 50 000 dollars. De ça, Eh bien, franchement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cautionnement de licence RBQ, c'est pas une police d'assurance pour le client. En fait, c'est un montant qui est maximal pour l'ensemble des réclamations de la part de clients qui se trouvent lésés. Fait que c'est vraiment pas grand-chose, bien sincèrement. je suis d'accord. Ça, c'est pas nous qui le dit, c'est plus crédible. Non, c'est super. On a plusieurs avocats ici. En tout cas, on va s'en parler, mais non, c'est vraiment pas grand-chose. En fait, la problématique est en amont. Vraiment en amont, c'est la qualité des travaux qui doit être mieux surveillée. Euh, En haut, au lieu de toujours trouver des solutions quand le problème est arrivé après. Souvent, ce que je reproche aux législateurs, c'est de donner des droits à des recours, mais il faut encore on laisse aller le problème, on pèle ça dans le cours des tribunaux ou des, euh, des, des- des- des instances décisionnelles, alors que souvent, on pourrait essayer de trouver une solution en amont pour éviter justement que ça se retrouve là, à, à- à- à faire valoir le cautionnement. Bien, franchement, 60 000. Faudrait se voir sur le projet de loi 76 Ouais. un jour. Ouais. Qui est pour la population qui est sur la surveillance obligatoire des chantiers de construction qui va Ah, oui, éventuellement s'en venir. oui, oui. Oui, oui. La réglementation actuelle limite aux malfaçons découvertes dans l'année de la fin des travaux. On le sait, beaucoup d'entrepreneurs changent de numéro d'entreprise, de numéro de licence assez régulièrement. Lorsqu'on découvre le vice quelques années plus tard, ils n'existent plus, ou en tout cas plus sous le même Mhm. nom. On peut plus, ou en tout cas assez difficilement les poursuivre. Est-ce que c'est quelque chose de courant dans votre pratique qu'un consommateur veuille poursuivre une entité qui n'existe plus? Est-ce que c'est courant? Non. Pour la simple et bonne raison que souvent, juste faire les démarches pour trouver tout le monde et euh, de prendre les procédures juste à cause de ce fait-là. C'est beaucoup de sommes engagées en termes de temps. Des fois, il faut aller chercher des enquêteurs, retrouver le monde. Fait qu'il y a des frais qui sont associés, qui sont considérables. Ça arrive dans d'autres types de dossiers, mais c'est le même principe. Si une société par action est dissoute, ferme, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir contre les administrateurs ou les actionnaires. Il y a une procédure corporative qui doit être faite conformément à la loi sur les sociétés par action, soit canadienne ou québécoise, pour fermer une entreprise quand il y a des créances. Puis si on ferme l'entreprise, on ne ferme pas ça adéquatement, on n'a pas payé les créanciers, ben oui, il y a eu des cas où est-ce que euh, la responsabilité des administrateurs et des actionnaires a pu être retenue malgré qu'on ait fermé une entreprise euh, en apparence de façon conforme. Donc ça se peut, mais c'est toute une démarche. Mais Ouais. est-ce que ça arrive souvent que quelqu'un arrive dans votre bureau parce qu'il veut poursuivre l'entrepreneur? Vous êtes obligé de dire, ouais, mais il n'existe plus. Non, ça Non. n'arrive pas ça. OK. Il nous a appelé avant, puis c'est pas parfait. Non, mais c'est ça, la réalité avec les avocats en pratique privée, c'est que les taux horaires, les frais reliés à la prise de procédure ne se justifient rarement euh, à partir d'un certain seuil. Et que je donne un exemple, si le consommateur a été floué pour 5 000 mais dans ce cas-ci, juste l'entrée au bureau ne se justifiera pas nécessairement. Mhm. Oui, mais en fait, eux, ils vont aller aux petites créances. Donc, à la limite, s'ils vont vous voir, ça va être pour les aider à préparer leur dossier, là, Ouais, mais ils peuvent nous voir aussi pour ça. oui, Vous irez mais je voir sur pense notre que site. ouais, c'est très bien ce que vous faites. On en a, on en a besoin. Mais c'est des services connexes
pour répondre à un besoin particulier que les cabinets privés ne peuvent pas répondre, malheureusement. C'est la réalité des choses. Il y a des cliniques juridiques, il y a des associations qui font très bien leur travail, puis ça a bien du bon sens. Le projet de loi propose de retirer le délai d'un an et donc de couvrir tout vice ou malface. Dans l'hypothèse où on découvre le vice quelques années plus tard, bon, souvent on va devoir poursuivre non pas l'entrepreneur, mais bien la caution elle-même. Ça va ouvrir la porte à toute une série de poursuites qui aujourd'hui ne sont pas vraiment possibles. Euh, Sauf qu'une crainte, moi, que j'ai, c'est que de poursuivre une entreprise qui fait du cautionnement, ça soit sensiblement plus difficile que de poursuivre un entrepreneur en construction. Supposons qu'un consommateur vienne vous voir puis que sa seule option, c'est de poursuivre la caution. Est-ce que vous abordez ça différemment ou pour vous, ça n'a pas aucune différence? Il faut quand même monter un dossier de réclamation comme normalement, quasiment obtenir un jugement pour que ça soit valide. Puis, tu Mhm. sais, vont pas accepter toutes les réclamations comme Mais ça. supposons un gros litige, là, ben, gros litige. La caution est quand même de 50, va être de 60 000, mais supposons que c'est un litige de 60 000. Là. Donc, Mhm. a priori, la personne a un intérêt à poursuivre. Oui. Est-ce, est-ce qu'on pense que ça va être. Parce que, bon, une compagnie qui fait du cautionnement, normalement, a des avocats comme employés, ce qui n'est pas le cas Mhm. d'un entrepreneur en construction d'habitude. Oui. Euh, Est-ce que ça change quelque chose quand on parle de l'évaluation des chances de succès, par exemple, ou Non, pas non? du tout. Non. Je prends jamais pour acquis qu'une partie, peu importe, on ne prend jamais pour acquis qu'une partie est plus faible ou plus forte que l'autre. Si un client prend un avocat, l'avocat va faire sa job. Il va bien la faire, j'espère. Euh, et va amener son client à avoir un dossier avec les meilleures chances de succès possibles. Et justement, des fois, quand il y a des départements juridiques, des départements légaux dans certaines entreprises, ça permet des fois un meilleur dialogue légal entre les avocats d'une partie et les avocats d'une autre partie. Et OK. que, non, ça ne changerait absolument pas la réponse. OK, mais tant mieux. Pour finir, vous qui défendez, bon, à la fois des entrepreneurs et occasionnellement des consommateurs, si vous aviez été consulté sur des modifications apportées au cautionnement de licence, qu'est-ce qui vous aurait semblé être une bonne option pour défendre adéquatement les clients sans faire porter un fardeau déraisonnable aux entrepreneurs? Pour moi, comme je disais tantôt, le problème est en amont. Qui est pas, ça règle rien, ça. Bien sincèrement. On a rajouté quoi, 20 000? On a rajouté 20 000 sur 40 000. Voyons. Les, les travaux de construction aujourd'hui ont vraiment monté en termes de prix. Et les litiges dans la construction sont de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles. Ça implique des coûts majeurs pour les parties prenantes, là. Je parle autant pour l'entrepreneur que pour le consommateur. Euh, donc, le 60 000, je ne vois même pas en quoi ça peut être la portion de la solution, sincèrement. C'est vraiment en amont qu'il faut travailler sur la qualité puis le contrôle de ce qui se fait parce que c'est très inégal, les travaux de construction. On peut avoir un entrepreneur qui travaille très bien, puis un autre, c'est absolument n'importe quoi. Donc, comment encadrer plus ce qui est en haut pour mieux protéger les clients à la suite? C'est là qu'il faut travailler, selon moi. J'aurais même pas commenté. C'est pas la solution. C'est vraiment pas la solution. OK. Et ça m'amène à Alexandra qui est toujours avec nous. Rebonsoir. Bonsoir. Euh, donc là, on a parlé un peu de ce qui est recours. Maintenant, on va s'intéresser un peu à toute l'industrie qui est derrière ces cautionnements-là. Euh, donc, Alexandra, qui est spécialiste en cautionnement commercial chez MP2B, je crois, une des plus grosses firmes de courtage du domaine au Québec. Est-ce que tu veux nous glisser quelques mots pour te présenter ou Ben oui, avec plaisir. Donc, je suis responsable du cautionnement commercial chez MP2B Assurance depuis seulement 2 ans.
Gagnante en 2024 du prix du regroupement du cautionnement québécois en tant que recrue de l'industrie. J'avance dans le domaine du cautionnement depuis. MP2B, c'est un courtier qui a été fondé il y a 30 ans, expert dans plusieurs domaines, dont le cautionnement. On fait également de l'assurance entreprise et de dommages et particuliers dans plusieurs domaines, plusieurs spécialités. Voilà pour la petite présentation. Merci. Et le cautionnement commercial au Québec, à quel point c'est une grosse industrie? Ça représente quoi? C'est quoi les principaux types de cautionnement qu'il y a sur le marché? Bon, évidemment, il y a celle de la RBQ, de l'OPC, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Et c'est qui un peu les gros joueurs sur ce marché-là? Donc, en fait, il y a différents types de cautionnement. Il y a, comme vous l'avez dit, la RBQ, l'OPC. On a également des bénéficiaires comme la CNSST. On a tout ce qui est les cautionnements de douane au Canada également. On a beaucoup de types de cautionnement commercial, souvent des instances qui sont gouvernementales. On peut penser aussi à la CPTAQ pour tout ce qui est carrière et sablière, au ministère de l'Environnement également. Le cautionnement commercial, c'est très, très large. On appelle ça souvent aussi le cautionnement de permis et licence, mais on ne fait pas que du permis et licence. Donc, c'est bien important de le comprendre. Il y a beaucoup d'assureurs qui font du cautionnement maintenant, qui sont des joueurs majeurs dans l'industrie. On peut penser à Intact Assurance, par exemple, Trisura, Travelers, l'Unique, pour ne nommer que ceux-là. Mais c'est une industrie qui est vraiment grandissante, tant au Québec, au Canada et même chez nos voisins, les Américains. Le cautionnement est partout maintenant, que ce soit au cautionnement commercial ou même au cautionnement de contrat, pour soumissionner sur des projets publics. Mhm. Puis, si on se concentre sur le marché du résidentiel léger, ça représente quoi? Est-ce que c'est marginal ou c'est un gros segment dans l'industrie? Puis, est-ce que c'est les mêmes joueurs, les mêmes acteurs qui cautionnent dans le résidentiel léger? S'il y en a ou c'est une spécialité un peu de niche, là? Donc, en fait, on ne voit pas le cautionnement comme du résidentiel léger ou les gros joueurs dans le monde de la construction. Pour nous, le cautionnement de licence, c'est tout sur la même marche. Que vous soyez un nouvel entrepreneur qui débute dans le domaine ou que vous soyez un entrepreneur de plus de 30 ans qui est un acteur majeur dans le domaine de la construction au Québec, pour ce qui est du cautionnement de licence, vous êtes sur le même palier. Les primes vont rester les mêmes, les enjeux vont rester les mêmes. De là où il peut y avoir, surtout au niveau des réclamations, on peut avoir de la difficulté là, à cause d'ailleurs, entre autres, en fait, de ces volets-là. Puis justement, quand on dit le prix est le même, ça, pour un entrepreneur en construction, ça peut coûter combien un cautionnement de licence? Donc, en fait, souvent, la prime va être annuelle aux 2 ans. Ils font 3 ans aussi. On calcule pour un cautionnement de 20 000 entre 300 et 450 par année. Le cautionnement de 40 000 on est entre 475 et 650. Ça, c'est les moyennes du marché, là. Il y en a qui sont plus bas que ça, il y en a qui sont plus hautes que ça, mais ça, c'est pour un courtier ou la caution elle-même qui assure l'entrepreneur. Par contre, il faut noter que les associations, comme la PCHQ, par exemple, le Mhm. cautionnement de licence est inclus dans le membership du client. Donc, le Mhm. client ne voit pas ce prix souvent de cautionnement-là. Il va être inclus avec les autres services que l'association va offrir. Mhm. Puis, Puis bon, quand c'est inclus dans le frais de la PCHQ, c'est autre chose, mais quand quelqu'un passe par un courtier, par exemple, c'est quoi les critères que les différentes cautions vont regarder pour établir un prix? C'est le volume d'affaires, l'expérience? Donc, en fait, le prix, souvent, on a, à travers le domaine du cautionnement, il y a des balises. Ce qu'on va regarder, nous autres, de notre côté, c'est qu'en fait, il y a deux types de cautionnement. Il y a ceux en souscription qu'on appelle et ceux sans souscription. Donc, les cautionnements avec analyse financière et les cautionnements sans analyse financière. Les cautionnements de la RBQ, pour monsieur, madame, tout le monde, si vous avez un beau dossier, puis je vais vous revenir avec les critères d'un beau dossier, mais si vous avez un beau dossier, il n'y a pas d'analyse financière qui se fait sur votre compagnie ou au niveau personnel.
La prime, elle est la même. Je vous donne un exemple. L'entreprise A, le client a fait faillite il y a 10 ans. On va faire une analyse financière. On veut voir qu'il y a une certaine équité au niveau personnel. Donc, pour accorder le cautionnement. Donc, ça, c'est les 100 souscriptions, ce qu'on appelle. La majorité des cautionnements RPQ, si vous rentrez dans les critères. Avec souscription, ça va être par exemple les cautionnements OPC. Donc, tout ce qui est commerçant itinérant, c'est avec analyse financière. Donc, on regarde les bilans personnels des actionnaires pour voir qu'il y a une certaine équité pour approuver le cautionnement. Puis, si la compagnie est déjà active, on va regarder les derniers états financiers également de la compagnie pour voir qu'il y a de l'équité au niveau de la compagnie également. On, En règle générale, il faut au moins que la compagnie ait le montant du cautionnement en équité, que ce soit au niveau personnel ou au niveau de la compagnie. Puis à tous les ans, on va regarder, on va faire des mises à jour financières, que ce soit au niveau personnel ou de la compagnie, en leur demandant les états financiers annuels, par exemple, pour voir qu'il y a quand même une belle continuité, puis que la compagnie ne s'en va pas dans le trou. OK. Mais qu'est-ce qui fait que c'est à ce point-là plus exigeant quand c'est pour l'OPC, pour la RBQ? Est-ce que c'est bêtement le montant qui est plus élevé à l'OPC puis le fait que ça court plus large ou c'est une question d'exigence? Et exactement. Donc, en fait, le montant est plus élevé, oui. Puis, c'est les cautions qui mettent les exigences également là, au niveau des critères. Vous voyez, pour ces critères-là, ils sont avec souscription. Donc, il faut faire absolument l'analyse financière, là, à savoir si il y a quelque chose comme équité à ce niveau-là, là, dans le but, au cas où, qu'il y aurait une réclamation. Puisqu'au final, il faut garder en tête que s'il y a une réclamation sur un cautionnement, dans les deux cas, l'entrepreneur va falloir qu'il remette l'argent à quelqu'un. Il donne son argent à la RBQ, il donne le 20 000 la RBQ va aller chercher sur le 20 000 du client. Si c'est la caution, s'il y a une caution de 20 000 oui, c'est la caution qui va indemniser, mais la caution va courir après l'entrepreneur pour se faire rembourser. Donc, voilà. OK. Euh, la RBQ, quand ils proposent, ben, en fait, tous les organismes gouvernementaux au Québec, quand ils proposent un projet de règlement, ils doivent faire une analyse d'impact réglementaire dans lequel la RBQ a chiffré que ce qu'elle a proposé, ça allait coûter en moyenne 230 de plus par entrepreneur par année. Mhm. Est-ce que, comme courtière, c'est de quoi qui vous semble représentatif? Là, c'est à peu près à ça que vous pouvez vous attendre vous aussi si c'est adopté. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, bon, on a dit l'OPC aussi demande un cautionnement à cet entrepreneur qui va jusqu'à 100 000 Mhm. Euh, à quel point ça fait une grosse différence sur le prix payé par les entrepreneurs? Est-ce que c'est beaucoup plus cher? Je me Ben, rappelle, vous avez dit tout à l'heure ça. Vous avez dit que ça allait jusqu'à 700-800, je pense. en fait, pour l'OPC, le montant du cautionnement requis est de 100 000 Par contre, si vous êtes un entrepreneur spécialisé qui a déjà 20 000 de cautionnement, l'OPC va vous demander seulement 80 000. Mhm. Pareil pour un entrepreneur général, si vous avez 40 000 avec la RBQ, l'OPC va seulement vous demander 60 000. C'est sûr qu'au niveau de la prime est le plus élevée puisque souvent les primes sont faites pour 2 ans pour l'OPC. Rares sont ceux qu'on va faire des dossiers pour 1 an seulement, tandis que la RBQ, le cautionnement, la prime, elle est souvent annuelle. Pour l'OPC, les primes habituellement sont souvent plus aux 2 ans, mais ce n'est pas une prime qui est très chère. Là. Même la moyenne du marché n'est pas très chère pour le montant de cautionnement. Là. Pas très cher, ça veut quand même dire un peu plus cher que la RBQ, Oui, tout j'imagine. à fait, exactement. OK. Mais est-ce que c'est les mêmes entreprises qui cautionnent aussi bien pour la RBQ que pour l'OPC? Et si oui, est-ce que c'est régulier qu'un même entrepreneur va avoir la même caution aussi bien pour la RBQ que l'OPC? Oui, tout à fait, tout à fait. Puis même que dans notre domaine, c'est préférable que ce soit la même caution, puisque la caution connaît déjà le dossier du client. Donc, c'est préférable que les deux dossiers se retrouvent à la même caution. Ça va être beaucoup moins compliqué également en cas de réclamation. À la place qu'il y ait deux cautions à deux endroits différents, au moins son dossier va être tout au même endroit.
quand on regarde ces montants-là, si on augmentait le cautionnement de la RBQ jusqu'à, disons, 100 000 est-ce que Mhm. ça poserait des enjeux selon vous? 100%. 100% parce que je dis ça par expérience, mais je me dis que probablement que la caution, peut-être que les cautionnements à 100 000 seraient faits avec souscription. Mhm. Tandis qu'avec les montants actuellement, ils sont faits sans souscription. Peut-être qu'à 100 000 à ce moment-là, la caution voudrait voir des états financiers, voudrait voir des bilans personnels pour voir déjà l'équité du client. Par contre, ça fait un gros désavantage pour les gens qui veulent se partir en affaires. Mhm. Donc, est-ce qu'on encourage l'économie dans le domaine de la construction à ce moment-là? Je crois pas. Je pense on peut en débattre longtemps. Par contre, est-ce que ça ferait un ménage sur les entrepreneurs qui ont de la misère? Tout à fait. Puis ça, je veux dire, le montant de cautionnement dans l'industrie de la caution, tout le monde le sait, que ce n'est pas assez 20 000 et 40 000. Ce n'est pas un secret pour personne. Vous pourriez parler à différentes instances dans le domaine du cautionnement. Tout le monde vous dirait la même chose. Tout le monde le sait que ce n'est pas assez. Est-ce que c'est ça la solution, par contre? Euh, je crois pas. Je crois que le problème est beaucoup plus profond. Les racines sont beaucoup plus loin. Est-ce qu'il faudrait tout d'abord encadrer dès le début les contrats? Je crois que oui. Euh, Tout ce qui est dépôt également. Je crois aussi qu'il y a beaucoup de consommateurs qui manquent d'éducation, malheureusement. Payer comptant pour sauver les taxes, on ne se cachera pas, ça se fait encore beaucoup. Euh, je crois qu'il y a une grande éducation à faire, tant au niveau, oui, des entrepreneurs, mais également, il faut continuer d'éduquer nos chers consommateurs pour qu'ils soient le mieux protégés possible. Oui. On y travaille, mais c'est toujours bien de le mentionner. Euh, Actuellement, le montant du cautionnement dépend du fait qu'on soit un entrepreneur général ou spécialisé. L'option qu'on défend à la CXC depuis 2021, c'est l'idée que le montant du cautionnement soit plutôt proportionnel au chiffre d'affaires de l'entreprise. Pas Mhm. forcément strictement proportionnel, là, mais au moins que ça soit par palier, de manière à ce qu'on puisse vraiment exiger un cautionnement plus élevé d'une grosse entreprise et de quoi de plus modeste, justement, quand on parlait des petits entrepreneurs, puis de ne pas Mhm. nuire abusivement à leurs activités, à avoir un montant plus raisonnable pour les plus petits entrepreneurs. Est-ce que d'un point de vue de l'industrie, c'est quelque chose de faisable, voire même avantageux, ou est-ce que ça pose des défis particuliers si jamais ça devenait comme ça? Ben, personnellement, je crois que c'est une excellente idée. On le fait avec l'OPC. L'OPC, les agences de voyage font déjà ça avec les agences de voyage. Le montant de cautionnement augmente d'année en année selon le tableau de l'OPC. Donc, pourquoi pas? Est-ce que ça, par contre, c'est sûr que si on regarde, si on compare, par exemple, avec les agences de voyage au niveau de l'OPC, ils vont demander un fonds de roulement obligatoire, par exemple, de 5 000 si on regarde les agences de voyage, pour débuter la compagnie. Est-ce qu'il ne faudrait pas obliger à la RBQ un fonds de roulement déjà lorsqu'on commence une compagnie? Peut-être. Parce qu'au niveau des agences de voyage, on va regarder les états financiers annuellement pour savoir si le fonds de roulement est respecté de un, puis pour voir également s'il y a une stabilité ou une augmentation du chiffre d'affaires, si l'équité est bonne également. Moi, je pense que ça serait une bonne solution. On le fait déjà pour une autre entité. Pourquoi pas le faire pour la RBQ? Ben, je ne contredirai pas. Tout à l'heure, j'ai mentionné avec Manuel Saint-Aubin que la possibilité que ce soit la caution qui soit poursuivie plutôt que Mm. l'entrepreneur, si l'entrepreneur n'a plus d'existence légale. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez à l'occasion? Moi, personnellement, j'ai jamais vu de dossier de la sorte. Par contre, je sais que ça se fait. J'en ai déjà entendu parler, mais de mon côté, j'en ai jamais vu. Je vais terminer avec la même question pour Manuel Saint-Aubin. Si vous aviez été consulté sur un projet de règlement sur la cautionnement de licence, qu'est-ce qui vous aurait semblé être des bonnes propositions pour l'améliorer? Ben, je crois pas que l'augmentation du montant de cautionnement, ce soit l'idée magique.
Je crois faut qu'on qu'on aille à la source du problème. Il y a beaucoup de lois et de règlements qui devraient être mis en place dès le début. Avant qu'on se rende à une réclamation sur un cautionnement, il y a plein de choses qui se passent avant, dont la signature du contrat, dont les fameux dépôts, dont plein de choses. Donc, je ne crois pas que augmenter le montant de cautionnement, ce soit la solution absolue. Je crois que c'est juste le gazon, mais les racines, au fond, ils doivent être changés avant tout. Oui. Bon, je ne me priverai pas d'une augmentation du montant, mais on va être tout à fait d'accord et ça revient souvent à la question que la prévention, ça coûte beaucoup moins Mm. cher. Ah, tout à fait, Mm. tout à fait. Et peut-être pour relancer Alexandra sur la question du travail en amont, Ouais. et on voit tu sais, dans le domaine du courtage immobilier résidentiel, je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne là-dedans avec la normalisation des formulaires de promesse d'achat, la normalisation du processus contractuel pour l'acquisition d'un immeuble résidentiel. Ça fonctionne bien, la jurisprudence finit par se normaliser sur l'interprétation des clauses. Ça serait, tu sais, quelque chose de logique à implanter pour tout ce qui est travaux de construction qui concernent les consommateurs. Je trouve que ça serait quelque chose de vraiment efficace éventuellement Ben oui, tout à fait. à étudier. Ouais, je pense parce que ça fonctionne. Quand c'est technique, ça fonctionne bien. Puis ça ouvre la porte aussi à l'instauration de certains tribunaux spécialisés. On a normé énormément le droit du logement avec des formulaires, ben, des baux avec des clauses obligatoires qui font en Mm. sorte que on connaît le chemin, on doit suivre les étapes, puis ça aide à ce que les droits de toutes les parties soient mieux respectés, puis ça aide les décideurs, les juges aussi à se conformer à une certaine façon de faire. Alors que dans la construction, ce que je remarque, c'est que c'est ultra complexe. C'est les justiciables, puis autant les avocats, les entrepreneurs que les clients ont de la misère à se retrouver, les juges aussi, des fois. Ça fait que ça coûte une fortune de faire valoir des droits sur des aspects techniques. Si on les encadrait ab initio avec une normalisation, je pense que ça serait vraiment une bonne chose. Oui, mais en fait, cette idée-là d'un tribunal administratif dédié était dans le rapport de la Chambre des notaires sur l'hypothèque légale. Mhm. Et ça, on l'avait appuyé. Effectivement, c'est bon, ils sont déjà bien occupés à en faire un pour les violences sexuelles conjugales. Mhm. Mais s'ils pouvaient en faire un pour l'habitation, la construction, ça Oui, pourrait être intéressant Mm. aussi. c'est ça. Puis d'un point de vue personnel, je trouve que les tribunaux spécialisés, quand c'est dans des domaines qui sont techniques, et non des domaines tu sais, à connotation parfois politique ou d'un point de vue technique, ça passe beaucoup mieux pour le justiciable. Je pense qu'il y a, il y a l'impression, autant pour les deux parties, on a une meilleure impression d'impartialité quand c'est purement technique. Comme il y a le tribunal administratif du Québec en matière d'expropriation, ils sont très, très, très techniques et il n'y a pas il n'y a pas d'aspects qui peuvent paraître politiques. Donc, c'est dans des dossiers de ce type-là, je pense que ce serait une bonne idée. Mhm. Ça nous amène à la période de questions, justement. Tantôt, vous avez mentionné que les litiges dans le domaine de la construction étaient plus complexes. Pourquoi? Oui, ils sont plus complexes. C'est pas nécessairement à cause d'une notion de droit. C'est pas le droit nécessairement qui est plus complexe, c'est les faits. C'est quand il y a des enjeux au niveau de certains, par exemple, je prends un dossier de malfaçon, mais tel élément on doit démontrer qu'il y a une malfaçon. Donc, ça prend souvent une expertise, ça prend une évaluation des travaux correctifs. Donc, on doit faire beaucoup de démarches pour remplir le fardeau de preuve quand on est victime de travaux mal faits. Donc, c'est au niveau factuel, au niveau technique que ça peut devenir très, très, très long et complexe.
c'était de ce point de vue-là, pas nécessairement du point de vue légal en tant que tel. Merci. Moi, j'ai une question. La conférence de règlement à l'amiable, mais pour se rendre là, il faut déjà avoir pris action. Tout à fait, Donc, il y a déjà des frais qui sont assumés tout à fait. par les parties, là. Oui. Aller voir l'avocat, rédiger la demande. Oui. Ok. Mais c'est un moindre mal. Parce qu'il faut quand même, tu sais, souvent, même pour faire une mise en demande, ça c'est ma position comme avocat, il faut quand même avoir un dossier qui est solide. Parce que sinon, c'est pas pris au sérieux. Donc, il faut monter le dossier. Normalement, quand on envoie la mise en demeure à la base, on a le matériel déjà pour prendre le recours. Donc, le recours en tant que tel, il faut se dire, si on doit prendre la démarche, il faut être prêt. Euh, L'idée, c'est que la CRA, la conférence de règlement à l'amiable, puisse couper court aux frais pour aller jusqu'à procès. C'est ça l'idée. Donc, la question porte sur les actions collectives et sur l'intérêt du consommateur ou comment? Qu'on voit parfois, c'est ben, surtout en matière de copropriété, là, des actions intentées par beaucoup de copropriétaires ou dans le cadre de gros projets immobiliers, là, est-ce qu'il va y avoir des grosses actions, est-ce que plusieurs poursuivants se joignent? Donc, c'est ça qu'on va voir. Ben, c'est un peu difficile de démontrer que tout le monde a subi le même préjudice si c'est un service. À moins que ça soit la clause au contrat puis que c'est la même pour tout le monde. Ça m'amène à votre commentaire sur les contrats. Euh, c'est pas la première fois qu'on l'entend, l'idée que ça serait le fun qu'il y ait des contrats normés dans la construction. D'ailleurs, GCR a son propre contrat qu'il Oui. propose à ses entrepreneurs, qui souvent vont pas l'utiliser parce qu'ils ne retrouveront pas les clauses que les autres ont envie de mettre dedans. Donc, ça va prendre un législateur à un moment donné qui va, je ne vais pas dire mettre ses culottes parce qu'il y a peut-être d'autres façons de faire, là, mais qui va prendre cette option-là puis dire oui, moi j'y crois à ça. Euh, Parce que sinon, en tout cas, avant qu'on ait un contrat consensuel pour l'ensemble de l'industrie, il va falloir travailler fort. C'est la Je solution. crois que c'est malheureusement nécessaire. Oui, c'est Ah, la solution. C'est la solution. C'est devenu trop complexe. La BQ a aussi un contrat. oui, ben, Oui. ils ont un contrat type qu'ils offrent pour les rénovations Ouais. à prix fixe. Les entrepreneurs n'utilisent pas ça. Non. Non, mais Ils c'est ça. écrivent leurs affaires, ça. Malheureusement, les entrepreneurs vont pas rien utiliser si ce n'est pas une obligation. C'est ça. L'intérêt des contrats normés, c'est pour le développement de la jurisprudence qui se fait par la suite. C'est que les juges finissent par interpréter les clauses des contrats. Ça donne la ligne, les règles du jeu au fil du temps. C'est ça qui est arrivé avec tout ce qui est contrat, promesse d'achat et contrat de vente immobilière. Euh, on a eu toujours la même chose ou à peu près la même chose. La jurisprudence a suivi, puis là, on connaît les règles du jeu. Fait qu'on peut conseiller adéquatement. Là, si tout le monde utilise son propre contrat, ben, là, il faut l'interpréter souvent, souvent c'est mal écrit aussi. Oui. Mais c'est intéressant de dire là parce que ça empêcherait aussi des fois des clauses un peu créatives, là. Un des sujets qui nous a beaucoup intéressés pendant la COVID, c'était les fameuses clauses d'indexation du prix, là, qui permettaient une Oui. augmentation du prix qui, la plupart du temps, n'était pas légale. J'ai eu des cas. Et on a toujours dit que c'était pas légal la plupart du temps. Et je me souviens pas, je crois que c'est Amélie qui est en ligne qui en avait trouvé à l'époque où elle travaillait au service d'information. Il y en a qui ont été très créatifs, et là, je dirais pas comment ils l'ont rédigé pour pas en inspirer certains, mais il y en a qui ont été très créatifs pour trouver des clauses qui leur permettaient quand même de résilier des contrats de manière à ce qui nous semble légal. Et ouais, des contrats normés auraient permis d'éviter ça. Il y a eu beaucoup d'abus pendant cette période-là. Puis ce qu'on disait souvent pour ceux qui étaient victimes de ce type d'abus-là, c'est parce que souvent ça arrivait à la fin, juste, quand les travaux sont bien, bien, bien entamés, ah, ben, ça va coûter le double. Tu sais.
avant de prendre possession. Ah oui, oui, Ouais, on, c'est ça. on a reçu une bonne centaine de cas. Oui, oui, Je pense que le cas record, c'était genre 80 000 de plus 2 semaines avant. Ouais, ouais, j'ai vu des affaires pires que ça. Mais ce qu'on disait souvent, malheureusement, pour éviter un préjudice, c'était de payer, comme on dit, payer sous protêt, puis de réclamer par la suite. Ça se peut. Je me souviens qu'à l'époque, bon, je ne suis pas avocat, mais le souvenir que j'en ai, c'est qu'on nous disait que bonne chance pour contester un montant quand tu es passé sous notaire puis que tu as accepté devant notaire de le payer, ou bonne chance pour que l'entrepreneur accepte ton paiement s'il est sous protêt, c'est une autre affaire. Mais bon. Puis, puis l'autre chose aussi, bon, là, je sais pas si la vidéo va bien vieillir, mais on est présentement en grève des ouvriers. Et j'ai sorti un billet, une semaine ou deux, justement, où est-ce que je disais notre crainte, c'est que là, il va y avoir des augmentations de salaire assez drastiques des ouvriers, probablement. Et il y a sûrement des entrepreneurs qui vont venir dire, ah ben là, ça coûte plus cher maintenant, je ne respecterai pas mon contrat. Donc, on a bien hâte de voir si la tactique de la COVID va réapparaître. Même s'il n'engage pas toujours des gens syndiqués. Même si, mais en fait, la question que l'entrepreneur dans le neuf se pose, c'est pas combien ça lui a coûté, c'est combien il vendrait s'il déchirait son contrat puis qu'il le vendait à quelqu'un d'autre demain. Et si la réponse c'est 60 000 de plus, ben, il va essayer de te le faire payer 60 000 de plus. Ouais, ce qui m'étonne énormément dans cette industrie-là, c'est à quel point on peut dire que c'est encore un peu le Far West. Puis malgré qu'il y a tellement de règlements, tellement d'encadrements, je me pose la question, est-ce que ça sert à grand-chose, toute cette réglementation-là? Ah, Je sais pas. Non, mais tu sais, des fois, ça devient tellement complexe que plus personne s'y retrouve. Il faut un jour t'asseoir, puis OK, on peut simplifier, tu sais. Euh, ouais. mais ça a beau être super encadré, il y a énormément de problèmes dans l'industrie de la construction. C'est incroyable. Oh, Incroyable. je ne dirais pas le contraire. Je te dirais pas le contraire. Les gens sont faits. Mais c'est ça, moi je dirais surtout que je pense que les entrepreneurs vraiment problématiques, ils le sont pas tant parce que la réglementation est compliquée, mais plutôt parce qu'ils sont très créatifs dans leur modèle d'affaires. Mais Il y a une mécompréhension de la loi et de la réglementation chez beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de petits ou moyens entrepreneurs qui sont souvent de bonne foi. Il faut dire aussi, il y a beaucoup de monde souvent, c'est des bons travailleurs qui partent en business, puis ils n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir une équipe d'administration puis d'avocats à l'interne. Puis ça arrive qu'ils utilisent des contrats, des choses qui sont pas adaptées, ça crée des mésententes entre les parties. Puis on dit souvent un litige part d'une mécompréhension, d'un manque de communication. Et comment rétablir cette communication-là entre les parties? Mais ça passe par une simplification, une normalisation, puis comment que tout le monde peut comprendre les règles. Oui, effectivement. Parce que bon, des fois, le même vocabulaire ne veut pas dire la même chose pour deux personnes. Exact. est-ce qu'on va prendre une dernière question en arrière? C'est juste un commentaire parce vous parlez de Far West. Commentez-nous encore sur la pratique de certains entrepreneurs de mettre en faillite leur entreprise ou de la fermer et pour rouvrir une autre. Comme j'ai entendu pas depuis longtemps, quelqu'un qui ouvrait une entreprise ou enregistrait une entreprise pour chaque grand projet. C'est Oui. incroyable. Donc, le consommateur doit avoir un son de cloche quand il voit qu'il a eu trop. Donc, c'est pas de bonne volonté ici. Comment C'est une pratique qui est acceptée, qui est souvent légale, puis c'est comme ça. ils se C'est mettent pas. à l'abri. Ben, il y a des montages pour gérer le risque juridique, effectivement. C'est intéressant le mot que tu as choisi de dire qu'une pratique est acceptée parce que je me souviens que il y a quoi, 2 ans à peu près, il y a eu plusieurs reportages de la facture sur des coquilles vides. Hmm. Et je me souviens d'un haut placé de la Régie du bâtiment du Québec qui disait, ben là, des coquilles vides, là, c'est un terme qui est galvaudé, là. Non, c'est pas galvaudé. Les gens, quand ils font face à un entrepreneur qui n'existe plus, ils font face à un entrepreneur qui n'existe plus.
Ouais. Là, c'est pas galvaudé du tout. Non, je suis d'accord. Bon, bien sûr, ces belles paroles. Je remercie encore beaucoup nos deux invités. Nous, Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça nous fait plaisir. On va prendre quelques instants, le temps de se réorganiser pour l'Assemblée générale. Et puis, merci beaucoup, Alexandra, aussi. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.